Septembre 2024. Deux randonneurs se tiennent figés sur une crête balayée par le vent, fixant quelque chose qui ne devrait pas exister. Lars Eriksson et Maria Holst étaient venus sur cette île isolée au large de la côte norvégienne pour la solitude. Une escapade de week-end dans une nature sauvage intacte où des falaises déchiquetées rencontrent l'Atlantique Nord et où les empreintes humaines sont avalées par le temps. Mais ce qu'ils regardent maintenant change tout. Émergeant dessous des décennies de mousse et d'herbes sauvages, des motifs géométriques taillés dans la pierre avec une précision mécanique. Pas des formations naturelles, pas des ruines vikings, quelque chose d'entièrement différent. Lars s'agenouille, écartant l'épaisse végétation de ses mains tremblantes. Du béton, altéré et piqué par 80 ans de tempêtes côtières brutales, mais indéniablement du béton. Les bords sont trop droits, trop délibérés. Maria se déplace le long de la crête, ses bottes crissant sur les éboulis, et trouve d'autres dépressions rectangulaires dans la terre. Des fragments de métal rouillé en sculpture abstraite. Et là, à moitié enfouie sous un mur de pierre effondré, une écoutille circulaire, lourde, du genre qu'on trouverait sur un navire ou un bunker. Ils échangent des regards, le cœur battant avec ce cocktail particulier d'excitation et d'effroi qui vient du fait de trébucher sur l'histoire. Cette île n'apparaît sur aucune carte touristique. Les pêcheurs locaux l'évitent, trop rocheuse, trop exposée, rien que des mouettes et des souvenirs. Pourtant ici, cachée sous la patiente reconquête de la nature, se trouve la preuve d'une construction humaine à grande échelle. Lars sort son téléphone, prenant des photos tandis que des nuages gris arrivent d'est de la mer. Les structures suivent un schéma, une disposition qui suggère planification et intention. Ce n'était pas une station de passage ou un abri d'urgence. Cela avait été construit pour durer, construit pour se cacher, construit par quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention d'être trouvé. Maria découvre des marques sur l'une des dalles de béton, délavées, à peine visibles, mais des lettres germaniques distinctes. Son pouls s'accélère. Elle est historienne amateur. Elle a passé des années à étudier les sites de la Seconde Guerre mondiale à travers la Scandinavie, mais elle n'a jamais rien vu de tel. Ils étaient venus ici chercher l'aventure, une histoire à raconter aux amis autour d'un verre. Au lieu de cela, ils ont trouvé un fantôme. Un secret enterré si profondément que même l'île elle-même semblait l'avoir oublié. Alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, ils prennent une décision. Cette découverte exige des réponses. Il y a 79 ans, quelqu'un a disparu dans cette nature sauvage et a construit une forteresse que le temps a désespérément tenté d'effacer. Demain, ils contacteront les autorités. Ce soir, ils camperont ici, gardant un mystère qui a attendu près de 8 décennies pour être raconté. Pour comprendre ce que ces randonneurs ont trouvé, il faut remonter en arrière jusqu'au printemps de 1945, quand le Troisième Reich s'effondrait comme une maison construite sur le sable et le désespoir. Retour à un homme nommé Heinrich Vogel, le contre-amiral Heinrich Vogel, l'un des stratèges les plus brillants et les plus impitoyables de la marine. Vogel n'était pas un nom connu, pas comme Dönitz ou Raeder, mais dans les cercles du renseignement naval, sa réputation était formidable. Né à Kiel en 1901, il avait gravi les échelons avec une précision calculée, gagnant des décorations pour ses innovations tactiques dans la guerre des U-Boot. Froid, analytique, un homme qui voyait l'Atlantique non pas comme un océan, mais comme un échiquier, où il déplaçait des pièces invisibles contre les convois alliés. En 1943, il avait coordonné des opérations de meute de loups qui avaient envoyé des centaines de milliers de tonnes de navires alliés par le fond. Mais Vogel était plus qu'un guerrier. Il était un croyant, un véritable adhérent à l'idéologie qui animait la machine de guerre, convaincu que le destin de l'Allemagne transcendait les revers temporaires. Alors que d'autres commençaient discrètement à planifier des évasions ou des redditions, Vogel restait fanatiquement loyal. Il le devait. Il avait tout investi, sa carrière, sa conscience, son âme dans la cause, ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore plus étrange. Mais 1945, Flensburg, la capitale de fortune d'un régime mourant, Hitler mort, Berlin capturé, les forces allemandes se rendant à travers l'Europe, l'amiral Dönitz, désormais chef d'État nominal, se préparant à l'inévitable.
Et là, au milieu du chaos, se trouve Vogel dans un bureau exigu surplombant le port, étudiant des cartes à la lueur des bougies. Des témoins ont rapporté plus tard l'avoir vu cette dernière semaine, agité mais déterminé, rencontrant des officiers sélectionnés à huis clos. Des messages codés passaient entre le quartier général et des destinataires inconnus. Des réquisitions de fournitures qui n'avaient aucun sens pour une marine vaincue. Puis le 7 mai, un jour avant la reddition officielle, Heinrich Vogel a simplement disparu. Pas d'adieu à sa femme à Hambourg, pas de démission formelle, pas de corps récupéré dans les décombres. Il s'était sorti de ce bureau de Flensburg et a disparu si complètement que le dossier officiel l'a simplement inscrit comme disparu, présumé mort dans l'effondrement final. Sa famille a attendu des nouvelles qui ne sont jamais venues. Son nom est apparu sur des listes commémoratives aux côtés de milliers d'autres consumés par le chaos final de la guerre. Les Alliés, noyés dans les conséquences, avaient là de plus gros poissons à attraper, traquant les commandants de camps de concentration, chassant les criminels de guerre, gérant des millions de personnes déplacées, un amiral manquant, une note de bas de page, une statistique. Le monde est passé à autre chose. Mais Heinrich Vogel n'était pas mort dans ses derniers jours. Il avait fait quelque chose de bien plus étrange, quelque chose qui resterait caché pendant 79 ans, enterré sur une île isolée où le vent hurle des secrets et où la mer monte la garde sur les ruines de l'obsession. Avril 1945. Le monde se termine, du moins pour le Troisième Reich. L'artillerie soviétique pilonne Berlin en poussière. Les forces américaines et britanniques balaient l'Allemagne depuis l'ouest. Le Reich de Milan a peut-être 1000 heures restantes. À Flensburg, loin de la capitale en flammes, l'amiral Heinrich Vogel est assis dans une pièce verrouillée avec 3 autres officiers dont les noms ne seront jamais enregistrés par l'histoire. Sur la table entre eux se trouve un seul dossier marqué d'un sceau gris brouillard. Opération Nebel, brouillard. Le mot porte du poids dans les cercles navals. Obscurité, dissimulation, l'art de disparaître. Il ne s'agit plus de combattre. Il s'agit de survie, d'attente, de croire si profondément en une victoire éventuelle que vous êtes prêt à disparaître dans l'inconnu pendant des années, des décennies même, jusqu'à ce que vienne le moment de refaire surface. Le plan avait été conçu des mois plus tôt par un cercle intérieur paranoïaque, convaincu que la défaite militaire ne signifiait pas la mort idéologique. Des officiers sélectionnés recevraient des coordonnées, des ressources et des ordres pour établir des avant-postes cachés dans des endroits reculés à travers la région nordique. Des endroits si isolés qu'aucune patrouille alliée ne tomberait dessus. Des endroits où de petits groupes pourraient se maintenir indéfiniment, gardant le silence radio, attendant des signaux codés qui annonceraient la résurgence. De la folie, peut-être. Mais dans ces dernières semaines, avec le monde qui s'effondrait, la folie portait l'uniforme de la conviction. Vogel reçoit son affectation, une île stérile au nord-ouest de la Norvège, inhabitée, rarement visitée même par les pêcheurs. On lui alloue un U-boot pour le transport, un équipage de volontaires, des fanatiques prêts à disparaître, et suffisamment de provisions pour durer 2 ans si elles sont rationnées soigneusement. Matériaux de construction, armes, équipements radio, tout ce qui est nécessaire pour construire non seulement un abri, mais une forteresse. Le calendrier est impossiblement serré. Début mai, le sous-marin doit être chargé et parti avant que les forces alliées ne verrouillent à chaque port. Vogel travaille jour et nuit, ses mouvements délibérés, son visage ne trahissant rien. Il réquisitionne des matériaux sous de faux prétextes. Il sélectionne son équipage soigneusement, de jeunes hommes, de vrais croyants, ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il étudie des cartes météorologiques, traçant des routes à travers des eaux qui seront bientôt patrouillées par les marines alliées victorieuses. Le 6 mai, sous le couvert de l'obscurité, le U-boot quitte ses amarres. 23 hommes à bord, plus Vogel. Ils emportent avec eux des outils, des armes, des réserves de nourriture, des fournitures médicales et quelque chose d'autre, une conviction que leur sacrifice sera rappelé comme une patience héroïque plutôt qu'une illusion désespérée. Le lendemain, l'adjudant de Vogel découvre son bureau vide, les papiers brûlés, le coffre-fort nettoyé. Une seule note reste délibérément vague, transférée en mission spéciale, détruire tous les dossiers. L'adjudant lui-même, se préparant à fuir, fait exactement cela. Dans les 48 heures, l'Allemagne se rend. La guerre est finie.
Mais pour Heinrich Vogel et son équipage, naviguant à travers des eaux sombres vers une île isolée que la plupart des cartes ne nomment même pas, un autre type de guerre ne fait que commencer. Une guerre menée non pas avec des torpilles et des tactiques, mais avec l'isolement et l'idéologie. Une guerre qui les consumera tous. Le problème avec la disparition pendant l'apocalypse, c'est que personne ne le remarque. Quand une civilisation entière s'effondre, les absences individuelles deviennent du bruit statistique. L'acte de disparition de Heinrich Vogel aurait dû soulever des questions, déclencher des enquêtes, laisser une traînée de subordonnés confus exigeant des réponses. Au lieu de cela, cela a à peine enregistré une ondulation dans un océan de chaos. Les dossiers officiels de la Kriegsmarine, tels qu'ils étaient dans ces derniers jours, listaient le contre-amiral Heinrich Vogel comme présent au quartier général de Flensburg jusqu'au 6 mai 1945. Après cela, rien. Pas d'ordre de transfert, pas de cour martiale pour désertion, pas de corps récupéré, juste un espace vide où un homme se trouvait autrefois. Quand les forces alliées ont pris le contrôle des installations navales allemandes, elles ont trouvé des classeurs pleins de dossiers incomplets, de documents brûlés et d'obscurcissements délibérés. Les officiers avaient frénétiquement détruit les preuves de crimes de guerre, dissimulé les mouvements de U-boot, éliminé toute trace papier qui pourrait mener à des poursuites. Dans cet enfer d'autopréservation, l'absence de Vogel était à peine remarquable. En août 1945, alors que les Alliés compilaient des listes de personnel militaire allemand disparus, le nom de Vogel apparaissait aux côtés de 11 000 autres, une statistique dans un registre, rien de plus, présumé mort. L'hypothèse était assez logique. Beaucoup d'officiers s'étaient suicidés plutôt que de faire face à la capture. D'autres sont morts dans les bombardements finaux, leurs corps jamais identifiés. Certains ont simplement marché dans les décombres et ont disparu dans la vie civile sous de faux noms. Sans preuve de survie, Vogel a été classé comme une autre victime de l'effondrement de l'Allemagne. Sa femme, Greta, vivant dans Hambourg bombardée avec leurs 2 filles, n'a reçu aucune notification officielle. Elle a écrit des lettres à d'anciens collègues, à des bureaux militaires, à quiconque pourrait savoir quelque chose. Les réponses, quand elles venaient, étaient identiques. Aucune information disponible, présumée perdue dans le chaos final. Nos condoléances. En 1947, elle a cessé de demander. En 1950, elle s'était remariée avec un instituteur nommé Weber, qui a adopté ses filles et n'a jamais posé de questions sur leur vrai père. Le nom Vogel s'est effacé de l'arbre généalogique. Le frère cadet de Heinrich, qui avait survécu au front de l'Est, n'a jamais parlé de lui. Trop d'Allemands essayaient d'oublier ces années, d'enterrer le passé avec les corps. Un amiral disparu qui avait coordonné des attaques de U-boot. Mieux valait ne pas s'en souvenir. Mieux valait le laisser dans la tombe que la guerre avait creusée pour lui. Les historiens dans les décennies qui ont suivi ont occasionnellement rencontré le nom de Vogel dans des documents déclassifiés. Une note de bas de page ici, une mention dans des rapports d'attaque de convois là, mais rien suggérant mystère ou intrigue. Juste un autre officier qui avait servi, disparu et passé dans les archives des hommes oubliés. Personne n'a fait le lien. Personne n'a demandé pourquoi un contre-amiral disparaîtrait si complètement dans les dernières heures de la guerre. Personne n'a imaginé qu'il n'était pas mort du tout, qu'il était bien vivant à des centaines de kilomètres, sur une île balayée par le vent, construisant une forteresse contre la réalité elle-même. L'histoire était passée à autre chose, mais la vérité attendait, enterrée sous la mousse et le béton. 2 randonneurs avec des téléphones appareils photo et un instinct que quelque chose n'allait pas. L'île n'a pas de nom officiel sur la plupart des cartes. Les habitants du village de pêcheurs norvégiens, le plus proche, à 70 milles nautiques au sud-est, l'appellent Grostein, pierre grise, s'ils l'appellent quoi que ce soit. C'est une cicatrice déchiquetée de roches volcaniques surgissant de l'Atlantique Nord, d'environ 3 km de long et un demi-kilomètre de large à son point le plus large. Des falaises s'élèvent brusquement de la mer agitée, leur face marquée par des siècles de tempêtes qui frappent avec la force de barrages d'artillerie. Pas d'arbres, pas de port, aucune raison pour quiconque d'y aller.
L'île se trouve dans cette étendue désolée entre la Norvège et l'Islande où les voies maritimes s'écartent, et même les navires modernes donnent une large couchette pendant les mois d'hiver. Le temps est vicieusement imprévisible, le brouillard s'enroulant si épais qu'on ne peut pas voir ses propres mains, puis se dégageant soudainement pour révéler des horizons qui s'étendent à l'infini. Les vitesses du vent dépassent régulièrement 80 km/h. La température, même en été, grimpe rarement au-dessus de 10 degrés Celsius. La pluie tombe de côté. La roche elle-même offre peu d'hospitalité. Basalte et granit altérés, en formation cruelle, qui déchirent de les bottes et cassent les chevilles. Des bassins de marée remplis d'eau glacée, des colonies de mouettes hurlantes défendant les sites de nidification avec une détermination kamikaze. La seule végétation consiste en mousse résistante, plaques d'herbes sauvages et lichens tenaces qui s'accrochent à la pierre comme s'ils tenaient pour leur vie. Les archives historiques ne montrent aucune colonie permanente ayant jamais existé ici. Les expéditions vikings l'ont contourné. Pourquoi s'embêter avec un rocher qui n'offre rien ? Les baleiniers au XVIIIe et XIXe siècle l'utilisaient occasionnellement comme point de repère pour la navigation, mais ne jetaient jamais l'ancre. Au XXe siècle, avec l'équipement de navigation moderne, même cette utilité marginale a disparu. L'île est devenue vraiment oubliée, un point vide sur les cartes que les marins ignoraient simplement, ce qui la rendait parfaite. Parfaite pour quelqu'un qui voulait disparaître si complètement que même la recherche ne commencerait pas. Parfaite pour un homme prêt à échanger la civilisation contre l'isolement, si cela signifiait s'accrocher à une cause. Parfaite pour construire quelque chose qui n'était pas censé être trouvé pendant des décennies, voire jamais. L'extrémité nord de l'île s'élève vers un plateau à environ 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis la mer, ce n'est qu'un autre affleurement rocheux, mais d'en haut, du point de vue de quelqu'un qui se tient réellement là, le plateau offre quelque chose de rare. Un terrain relativement plat, abrité des pires vents par une formation de crêtes naturelles, assez d'espace pour construire, assez de protection pour survivre, assez d'isolement pour rester caché. En 1945, quand Heinrich Vogel a vu cet endroit pour la première fois à travers un périscope de U-boot, il a dû le reconnaître immédiatement. Pas comme une maison, mais comme une tombe, un endroit où les hommes pourraient être enterrés vivants, soutenus par l'idéologie et l'entêtement, attendant un signal qui ne viendrait jamais. L'île ne se souciait pas de leur plan, elle avait été témoin d'éruptions volcaniques, d'âges glaciaires, de millénaires de vagues se brisant contre ses rivages. 23 hommes construisant des bunkers, juste un autre bref moment dans le temps géologique. L'île leur survivrait, elle avalerait leurs forteresses, récupérerait leurs constructions, enterrerait leurs os sous la mousse et la pierre. Et elle a presque réussi. Pendant 79 ans, Grostein a gardé le secret, révélé à personne, dérangé par rien sauf le temps et la faune, jusqu'à ce que 2 randonneurs prennent la décision d'explorer un endroit qui existait sur leur GPS, mais nulle part dans leur guide. Lars Ericsson n'est pas juste un randonneur. Il est archéologue industriel, quelqu'un qui passe ses week-ends à explorer des usines abandonnées et des infrastructures oubliées à travers la Scandinavie, documentant les vestiges physiques de l'histoire avant qu'ils ne s'effondrent entièrement. Maria Holst enseigne la géologie à l'université de Bergen et a une passion secondaire pour les sites historiques de la Seconde Guerre mondiale. Quand ils ont planifié ce voyage à Grostein, ils ne s'attendaient à rien de plus que des photos de côtes spectaculaires et peut-être quelques formations rocheuses intéressantes. Ce qu'ils ont trouvé à la place déclenche toutes les sonnettes d'alarme dans leurs esprits professionnels. Les structures en béton sont inappropriées pour cet endroit, mauvaise époque pour des ruines vikings, mauvaise méthode de construction pour quoi que ce soit de naturel. Lars passe ses doigts sur la surface altérée, notant la composition de l'agrégat, la façon dont les barres d'armature dépassent à des angles spécifiques. C'est de la construction de qualité militaire du milieu du XXe siècle, allemande s'il devait deviner. La géométrie est trop précise, trop intentionnelle. Maria cartographie le site avec le GPS de son téléphone, marquant chaque structure qu'il découvre. La disposition émerge. Des dépressions rectangulaires disposées selon un schéma défensif, toutes orientées vers les approches maritimes, des champs de tir qui se chevauchent, si celles-ci avaient été des emplacements d'armes. Un groupe central qui aurait pu être des quartiers d'habitation, et ces fragments de métal que Lars continue de trouver.
Charnières, supports, pièces de cadre, tous montrant des schémas de corrosion cohérents, suggérant qu'ils ont été exposés pendant environ 80 ans. Puis Maria trouve l'écoutille. Elle est partiellement enterrée sous un mur de pierre effondré qui semble délibérément camouflé, recouvert de décennies de sol et de végétation accumulée. Mais le métal en dessous, bien que rouillé, est indubitable. Une écoutille circulaire de style sous-marin, peut-être 1 mètre de diamètre, scellée par la corrosion et le temps. Ils essayent de l'ouvrir, forçant contre le mécanisme, mais elle ne bouge pas. Qu'y a-t-il en dessous ? Un bunker, une installation de stockage, un abri pour combien de personnes ? Lars photographie tout sous plusieurs angles, prenant des notes détaillées. Maria collecte de petits échantillons du béton, faisant attention à ne pas déranger le site plus que nécessaire. Ils comprennent tous les deux ce qu'ils regardent, même s'ils ne veulent pas encore le dire à voix haute. C'est une installation de la Seconde Guerre mondiale, cachée, oubliée, complètement absente de tout dossier historique qu'ils aient jamais rencontré. Cette nuit-là, campés dans leur tente avec le vent hurlant à travers le plateau, ils passent des appels sur leur téléphone satellite. D'abord à l'administration côtière norvégienne, qui semble confuse quant à la raison pour laquelle quelqu'un serait sur Grostein du tout, puis à la direction du patrimoine culturel à Oslo. Cet appel est transféré 3 fois avant d'atteindre quelqu'un qui comprend réellement l'importance. Le docteur Steinhagen, un spécialiste de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, écoute leur description avec une intensité croissante. « Ne touchez à rien d'autre, dit-il, la statique crépitant à travers la connexion. Nous assemblons une équipe. Pouvez-vous rester sur place pendant 72 heures ? Ils le peuvent, ils le feront. Parce qu'ils réalisent tous les deux qu'ils sont tombés sur quelque chose d'extraordinaire, une histoire de fantôme écrite en béton et en acier, un mystère que l'histoire a oublié de résoudre. Quelque part sous cette écoutille, sous la mousse et les décombres, se trouve la réponse à une question que personne ne savait poser. Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont construit cet endroit ? Et pourquoi sont-ils venus ici pour disparaître ? En une semaine, Grostein se transforme d'un rocher oublié en scène de crime historique. 2 hélicoptères transportent un équipement et personnel depuis le continent norvégien, atterrissant sur le plateau dans des conditions qui font jurer les pilotes entre leurs dents. Le docteur Steinhagen arrive avec une équipe de 12 archéologues, ingénieurs en structure, historiens de la Seconde Guerre mondiale et un spécialiste médico-légal dont la présence suggère qu'ils s'attendent à trouver plus que de simples pièces vides. Le gouvernement norvégien a accéléré les permis, reconnaissant que tous ceux qui se trouvent enterrés ici pourraient réécrire des chapitres de l'histoire de la guerre. L'équipement radar à pénétration de sol est assemblé en premier, transporté pièce par pièce depuis la zone d'atterrissage de fortune. Les techniciens travaillent un peu par équipe, scannant le plateau selon un schéma de grille, tandis que le vent menace de faire tomber leur équipement de la falaise. Ce que le radar révèle arrête tout le monde net. La construction souterraine s'étend bien au-delà des structures de surface visibles. Un couloir principal s'étend sur près de 30 mètres dans le substrat rocheux, se ramifiant en plusieurs chambres, zones de stockage, espaces de vie. Un complexe assez grand pour abriter 2 douzaines de personnes avec de la place à revendre. Un technicien pointe son écran, la voix tendue par l'incrédulité. Cette chambre ici, elle est renforcée avec une charpente en acier. Et regardez ceci, une sorte de conduit de ventilation qui monte à travers la roche jusqu'à une sortie de surface dissimulée. Le docteur Steinhagen étudie les données, son esprit parcourant les possibilités. Cela n'a pas été construit à la hâte. Cela a demandé de la planification, de l'expertise, des ressources. Quelqu'un avait investi un effort sérieux pour rendre cet endroit habitable à long terme. Mais qui et quand ? Les échantillons de béton que Maria a collectés reviennent de l'analyse préliminaire. Mi-1942, composition cohérente avec la construction militaire allemande des dernières années de la guerre. Cette chronologie correspond à d'autres preuves fragmentaires, la conception de l'écoutille, la méthodologie structurelle, l'emplacement stratégique. Mais il n'existe aucun registre d'installation allemande aussi loin au nord, aussi isolé, aucun rapport de renseignement allié, aucune documentation d'après-guerre, rien. Le ministère norvégien de la Défense s'implique, envoyant un officier de liaison qui pose des questions pointues sur ce qu'il pourrait trouver d'autre, des armes, des documents, des corps. Personne n'a encore de réponse, mais les questions pèsent lourdement sur le site de fouille.
une excavation à grande échelle est autorisée avec une rapidité inhabituelle. Le financement apparaît de sources multiples, institutions académiques avides de découvertes, agences gouvernementales préoccupées par l'histoire de la sécurité nationale, même une fondation allemande dédiée à la documentation des sites de la Seconde Guerre mondiale. Dans les 10 jours suivant la découverte de Lars et Maria, Grastan accueille la plus grande opération archéologique dans les eaux norvégiennes depuis l'excavation du navire viking d'Osberg. L'équipement lourd ne peut être apporté sur l'île. Trop éloigné, trop fragile, trop dangereux, tout doit être fait à la main. Des équipes de travailleurs retirent soigneusement la terre et les gravats, documentant chaque couche, photographiant chaque artefact. Le temps les combat constamment. La pluie retarde le travail pendant des jours. Un brouillard si épais qu'ils mettent en place des systèmes de binôme pour empêcher quiconque de tomber d'une falaise. Des tempêtes qui forcent tôt l'évacuation complète vers le continent, laissant l'équipement coûteux, arrimé et couvert de bâches, priant pour qu'ils survivent jusqu'à leur retour. Mais lentement, péniblement, le site révèle ses secrets. L'écoutille est décellée en utilisant une application soigneuse d'huile pénétrante et de levier mécanique. Quand elle s'ouvre enfin, avec un grincement de métal protestant, l'équipe se rassemble autour, projetant des lampes torches dans l'obscurité en contrebas. Une échelle descend dans les ténèbres. L'air qui s'échappe sent la pierre humide, la rouille et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et mort depuis longtemps. Le docteur Hogan se porte volontaire pour descendre en premier, attachant une lampe frontale et un respirateur. Sa voix résonne d'en bas, tendue d'excitation contrôlée. Il y a un couloir, des murs en béton, un plafond intact. Je vais plus profond, la radio crépite. 15 secondes de silence. Puis, mon Dieu, c'est une installation complète. Nous allons avoir besoin de plus de lumière, beaucoup plus de lumière. La forteresse se révèle comme une photographie se développant dans des produits chimiques. Des détails émergeant de l'obscurité dans l'éclairage laid et brutal. Ce que le docteur Hogan trouve sous cette écoutille dépasse toutes les hypothèses, toutes les suppositions éclairées. Ce n'est pas un simple bunker ou abri d'urgence. C'est un complexe souterrain entièrement réalisé, conçu pour une survie à long terme dans un isolement complet. Le couloir principal s'étend sur 80 pieds dans la roche, 8 pieds de large et 7 pieds de haut. Les murs doublés de béton armé qui montrent une fissuration minimale, malgré 8 décennies d'exposition. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. L'ingénierie est sophistiquée, professionnelle, militaire. Du couloir principal, 6 chambres se ramifient comme des côtes d'une colonne vertébrale. La première pièce est clairement un centre de commandement. Bureau métallique encore debout, chaises corrodées mais reconnaissables, étagères le long des murs. Des cartes étaient autrefois accrochées ici. On peut voir les supports de montage, bien que les cartes elles-mêmes se soient détériorées depuis longtemps. Un poste radio se trouve dans le coin, ses tubes à vide brisés, le câblage corrodé en poudre verte, mais la structure de base encore intacte. Fabricant allemand confirmé par des marquages visibles sous la rouille. Les deuxième et troisième chambres servaient de quartier d'habitation. Des cadres de couchettes métalliques, 3 de haut, bordent les murs, 12 lits au total, assez pour que l'équipage dorme par roulement. Des objets personnels jonchent le sol, un nécessaire de rasage, sa lame de rasoir rouillée à néant, une petite Bible avec des pages fusionnées par l'humidité, un harmonica si corrodé qu'il s'effrite au toucher, des photographies impossibles à restaurer, ne montrant que de vagues ombres de visages depuis longtemps oubliés. Preuve d'hommes essayant de maintenir l'humanité dans des conditions inhumaines. La 4e chambre est un entrepôt. Ici, la préservation s'améliore car de nombreux articles étaient scellés dans des conteneurs métalliques. Nourriture en conserve, les étiquettes illisibles, mais le contenu présumément encore à l'intérieur, bien que personne ne soit assez courageux pour les ouvrir encore. Fournitures médicales dans des boîtes pourries, bandages, médicaments, instruments chirurgicaux qui brillaient faiblement sous les lumières, caisses de munitions empilées soigneusement, contenant des cartouches pour des armes pas encore trouvées, et des uniformes de marine pliés avec précision, des étiquettes nominatives encore lisibles sur certains. Les archéologues photographient la position de chaque article avant de toucher quoi que ce soit. Mais c'est la 5e chambre qui change tout,
la salle de ventilation. Ici, un système élaboré de tuyaux et de ventilateurs montre une ingéniosité incroyable. Ils avaient exploité des fissures naturelles dans la roche, créant un flux d'air qui aurait maintenu le complexe respirable indéfiniment. Un générateur diesel se trouve dans le coin, plus petit que prévu, mais suffisant pour faire fonctionner les systèmes essentiels pendant des heures chaque jour. Réservoirs de stockage de carburant presque vides maintenant, leur contenu évaporé au fil des décennies. Ce système aurait pu soutenir la vie ici pendant des années s'il était correctement entretenu. La 6e chambre est verrouillée, une porte en acier différente de tout le reste dans le complexe. Le Dr Hogan et son équipe y travaillent pendant 2 jours, coupant soigneusement le mécanisme de serrure, corrodé plutôt que de détruire la porte elle-même. Quand elle s'ouvre enfin, ils se trouvent dans les quartiers privés de l'amiral Vogel, bien qu'ils ne connaissent pas encore son nom. Une couchette simple, un bureau avec des tiroirs, un casier contenant des effets personnels. Et sur le bureau, enveloppé dans une toile huilée qui a tenu l'humidité à distance, un journal relié en cuir. Le docteur Hogan le soulève avec des mains tremblantes, son souffle s'embuant à l'intérieur du respirateur. La couverture porte un aigle et une croix gammée en relief. À l'intérieur, des pages remplies d'écritures germaniques soignées, des entrées datées allant d'avril 1945 en avant. « Nous l'avons trouvé », murmure-t-il dans sa radio. « Nous avons trouvé leur histoire. » En surface, l'équipe a découvert davantage. Les structures de surface n'étaient pas juste un placement aléatoire. Elles formaient un périmètre défensif. Position pour mitrailleuse, maintenant absente. Poste d'observation avec des lignes de vue couvrant les approches maritimes. Une installation d'antennes camouflées qui aurait permis la communication radio, bien que l'équipement lui-même ait disparu depuis longtemps, probablement emporté par les tempêtes ou délibérément démantelé. Tout pointe vers la même conclusion. Ce n'était pas une cachette, c'était une garnison, une forteresse construite par des hommes qui s'attendaient à rester indéfiniment, qui croyaient à servir un but supérieur, des hommes qui ont disparu dans ce rocher et ne sont jamais partis. La question maintenant n'est pas ce qu'ils ont construit, c'est pourquoi et que leur est-il arrivé à tous. La préservation à l'intérieur de la chambre scellée frôle le miraculeux, alors que la pièce extérieure a souffert de décennies d'infiltration d'humidité et de fluctuations de température. Les quartiers privés de l'amiral Vogel sont restés relativement scellés, protégés par cette lourde porte en acier et des joints qui ont à peine tenu contre l'assaut patient du temps. L'équipe du Dr Hogan travaille dans des conditions de salle blanche portable, portant des gants et des masques, traitant chaque article comme le trésor historique qu'il est. L'uniforme pend dans le casier, encore reconnaissable malgré la détérioration. Manteau d'apparat de contre-amiral de la Kriegsmarine, l'insigne terni mais intact. En dessous, des vêtements de travail quotidien, pantalons de laine, chemises en coton, tous portant la même étiquette nominative cousue à l'intérieur. H. Vogel. Une casquette repose sur l'étagère supérieure. Son emblème d'aigle et de croix gammé un rappel troublant de la forteresse de qui c'était. Des effets personnels remplissent les tiroirs du bureau avec une banalité déchirante. Un stylo plume, de l'encre séchée encore visible dans le réservoir, une montre de gousset arrêtée à 3h17, la date perdue dans l'histoire. Des photographies, celles-ci ont mieux survécu que d'autres, protégées dans un étui métallique. Une femme, 2 jeunes filles, sa famille présumément. Leur visage sourit d'un monde qui n'existait plus quand ces photos ont été scellées. Des cartes de navigation étalées sur le bureau montrent des routes de Flensburg vers diverses locations nordiques, avec une route marquée à l'encre rouge menant à des coordonnées qui correspondent exactement à Grastein. Notation dans les marges, table de marée, modèle météorologique, calcul de carburant. Ce n'était pas improvisé, c'était méticuleusement planifié. Mais le journal est tout, relié en cuir environ 8 pouces sur 10, rempli de près de 200 pages d'écriture soignée. Le Dr Hogan ne lit pas couramment l'allemand, alors il photographie chaque page avant qu'un spécialiste ne commence la traduction. L'équipe se rassemble dans le centre de commandement, maintenant éclairé par des lampes de travail alimentées par un générateur portable, tandis que la traductrice, le Dr Kristen Weber de l'Université de Hambourg, lit la première entrée à voix haute. Le 28 avril 1945. Reçu les ordres pour l'opération Nebel. Le Führer est mort, mais la cause vit.
Nous devons être la graine qui attend dans l'obscurité le printemps. Le silence suit ces mots. Tout le monde comprend qu'ils tiennent quelque chose de sans précédent. Un récit de première main d'hommes qui ont disparu dans l'obscurité délibérée. De vrais croyants si engagés qu'ils ont choisi l'exil plutôt que la reddition. Les entrées continuent chronologiquement, écrites de la main précise de Vogel. Les premières pages décrivent la préparation, le voyage en sous-marin, le débarquement sur Grasstein, dans des mers agitées qui ont failli faire chavirer leur bateau gonflable. La phase de construction, un travail éreintant, creusant dans la roche, coulant du béton mélangé avec de l'eau de mer parce que l'eau douce était trop précieuse pour être gaspillée, installant le système de ventilation avec une expertise d'ingénierie qui a sauvé leur vie. Des noms apparaissent tout au long. Capitaine-lieutenant Ernst Zimmermann, le commandant en second. Dr Klaus Brenner, l'officier médical. Wilhelm Koch, l'ingénieur qui a conçu le système de ventilation. 23 noms au total, chaque homme présenté avec son rang et sa spécialité. De jeunes hommes pour la plupart, le plus âgé à part Vogel, seulement 32 ans. Des hommes qui se sont portés volontaires pour cette mission, croyant être des héros plutôt que des fantômes. Le ton dans ces premières entrées est confiant, presque optimiste. Vogel écrit sur le maintien de la discipline, l'établissement d'horaires de travail, le rationnement des fournitures. Il fait référence à l'équipement radio qu'ils avaient installé, aux fréquences d'écoute qu'ils surveilleraient pour des signaux codés d'autres sites de l'opération Nebel. Ils croyaient avec une certitude absolue qu'ils attendraient ici pendant des mois, peut-être un an, avant de recevoir de nouveaux ordres. Ils croyaient que le Reich se relèverait. Le docteur Weber fait une pause, levant les yeux du journal avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux. Il y a 2 ans d'entrées ici. Dois-je continuer ? Le docteur Hogan hoche lentement la tête. Chaque mot. Nous devons savoir ce qui leur est arrivé. Ce qui est arrivé est écrit à l'encre qui ne s'est jamais fanée, préservé dans l'obscurité, attendant 79 ans que quelqu'un lise l'histoire d'hommes qui ont construit une forteresse contre la réalité elle-même. La portée complète de l'opération Nebel émerge du journal de Vogel comme une théorie du complot, sauf que c'est réel, documenté de la propre main de l'amiral. Le docteur Weber traduit toute la nuit, sa voix devenant rauque, tandis que les entrées peignent une image de fanatisme déguisée en planification stratégique. L'opération Nebel, opération Brouillard, a été conçue fin 1944 par une cabale d'officiels nazis de haut rang qui refusaient d'accepter que la défaite était inévitable. Le plan était simple en concept, insensé en exécution. Établir un réseau de postes avancés, cachés à travers des emplacements éloignés dans la région nordique, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Les approvisionner avec de vrais croyants, des fournitures et de l'équipement de communication. Attendre. Quand le Reich tomberait, parce que même eux reconnaissant qu'il pourrait tomber temporairement, ces cellules resteraient dormantes, maintenant la préparation, préservant la pureté idéologique jusqu'à ce que vienne le moment de réapparaître. L'entrée de Vogel du 3 mai 1945 l'expose avec une clarté glaçante. Nous n'abandonnons pas le combat, nous le poursuivons par un retrait stratégique. L'histoire se souviendra de nous non comme de déserteurs, mais comme des gardiens qui ont maintenu la flamme vivante pendant les années sombres. Les enfants de nos enfants célébreront notre sacrifice. Le journal révèle qu'au moins 7 autres sites étaient à prévu, bien que Vogel ne connaisse que l'emplacement du sien. La compartimentation, écrivait-il, était essentielle pour la sécurité. Si un site était découvert, les autres resteraient cachés. Chaque site avait un officier commandant désigné, un équipage de volontaires et suffisamment de ressources pour survivre indépendamment pendant 2 à 3 ans. Ils surveilleraient des fréquences radio spécifiques, attendant des messages codés qui fourniraient de nouvelles instructions. Les messages ne sont jamais venus. Vogel décrit le voyage en sous-marin en détail. 6 jours de navigation submergée pendant la journée, ne faisant surface que la nuit pour recharger les batteries et naviguer aux étoiles. Ils ont voyagé en silence radio complet, conscients que les forces navales alliées contrôlaient ces eaux. Le commandant du U-boot, dont Vogel n'enregistre pas le nom, les a déposés au large de la côte de Grasstein le 11 mai 1945, 3 jours après la reddition de l'Allemagne. Le sous-marin est parti immédiatement pour ne jamais revenir,
23 hommes se tenaient sur cette rive rocheuse, regardant leur dernière connexion à la civilisation disparaître sous les vagues sombres. Ils portaient avec eux des armes et des munitions pour la défense, des matériaux de construction préfabriqués pour un assemblage rapide, 2 ans de nourriture conservée, des fournitures médicales, de l'équipement radio, un générateur diesel avec du carburant, et plus important encore, la conviction absolue qu'ils avaient raison. Les premières semaines, selon le journal, ont été consumées par la construction. Ils travaillaient 18 heures par jour, transportant des matériaux depuis la plage, creusant dans la roche, coulant du béton, installant des systèmes. Vogel écrit avec fierté sur leur efficacité. Le complexe était habitable en 1 mois, entièrement opérationnel en 3. Il a institué une discipline militaire stricte, des quarts tournant toutes les 4 heures, des repas servis à des heures précises, un entraînement physique obligatoire, une pratique des armes, des sessions d'éducation idéologique où il lisait des textes approuvés et discutait de la stratégie pour le retour glorieux. La surveillance radio quotidienne a commencé en juin 1945. Ils se rassemblaient autour du récepteur, écoutant à travers la statique des signaux codés qui leur diraient quoi faire ensuite. Rien. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Les entrées de Vogel montrent une inquiétude croissante, masquée par un optimisme forcé. Le 15 août 1945. Toujours aucun contact du commandement. C'est attendu. Les Alliés contrôlant les communications. Nous restons patients. Notre but est clair, même dans le silence. En octobre 1945, le ton change subtilement. Vogel note la tension parmi l'équipage, des questions sur combien de temps ils attendraient, des suggestions que peut-être ils devraient tenter d'établir le contact plutôt que de surveiller passivement. Il a rejeté ses préoccupations avec une efficacité autoritaire typique. Le doute était une faiblesse, la patience était une force, leurs ordres étaient clairs, même en l'absence de communication. Le journal révèle quelque chose d'autre de troublant. Ils n'attendaient pas seulement. Ils se préparaient pour des opérations de guérilla, planifiant des missions de sabotage contre la navigation alliée, convaincus qu'ils recevraient finalement des ordres de frapper. Vogel avait des cartes de route maritime, des notes sur des cibles vulnérables, des plans tactiques pour des actions de petites unités. Aucune n'a jamais été exécutée. Ils sont restés sur l'île jour après jour, mois après mois, attendant des ordres d'un régime qui n'existait plus, de commandants qui étaient morts ou emprisonnés ou essayant désespérément d'oublier qu'ils avaient jamais porté un uniforme. Le docteur Hogan écoute la traduction avec une horreur croissante. Il ne savait pas, dit-il doucement. Ou il savait, mais ne pouvait pas l'accepter. Le docteur Weber secoue la tête. Vogel savait. Regardez cette entrée de décembre 1945. Les rapports du monde extérieur, bien que fragmentaires, suggèrent une occupation totale. Les Alliés revendiquent la victoire, mais les revendications ne sont pas la réalité. Nous maintenons notre veille. Il obtenait des informations d'une manière ou d'une autre. Peut-être de bateaux de pêche qu'il voyait au loin, peut-être en interceptant des émissions radio-civiles. Il savait que la guerre était finie. Il refusait simplement de croire que cela importait. Le journal devient une fenêtre sur la détérioration psychologique déguisée en routine. Les entrées de Vogelstv de Vogel de fin 1900, 45 à 1946 maintiennent la structure de journalisation militaire, date, conditions météorologiques, tableau de service, inventaire de fournitures. Mais entre les lignes, le désespoir transparaît comme l'eau tachant le béton. La vie quotidienne suivait des schémas rigides, parce que les schémas étaient tout ce qu'il leur restait. Réveil à 6h00. Gymnastique sur le plateau quel que soit le temps. Des hommes faisant des jumping jacks sous la grêle et le brouillard parce que la discipline importait, parce que la routine empêchait de trop penser. Petit déjeuner, œufs reconstitués, viande en conserve, pain noir cuit à partir de réserves de farine décroissante. Quart du matin, 2 hommes postés au poste d'observation, scrutant les horizons pour des navires qui ne venaient jamais, des menaces qui ne se matérialisaient jamais. Vogel faisait tourner les affectations obsessivement, s'assurant que personne ne devienne trop confortable, trop familier avec une seule tâche. Les après-midi signifiaient à l'entretien la vérification des systèmes de ventilation, la réparation des dommages causés par les tempêtes, le traitement des surfaces en béton contre l'érosion.
Il peignait et repeignait de l'équipement qui n'avait pas besoin de peinture. Ils nettoyaient des armes qui ne tiraient jamais, sauf pendant la pratique. Ils inventoriaient des fournitures qu'ils avaient déjà comptées 100 fois. N'importe quoi pour remplir les heures entre les sessions de surveillance radio. La radio est devenue leur religion, la statique leur prière. 4 fois par jour, ils se rassemblaient autour du récepteur, écoutant les fréquences désignées, espérant des messages codés qui valideraient leur sacrifice. Vogel écrit sur ces sessions avec un détail douloureux, l'anticipation, la déception écrasante quand rien ne venait, la gaieté forcée, alors qu'il rappelait à ses hommes que le silence était attendu, que la patience était leur plus grande arme. Le 22 janvier 1946. Koch a suggéré que nous pourrions tenter d'envoyer un message plutôt que simplement recevoir. J'ai expliqué à nouveau que la transmission révélerait notre position. Nous devons rester silencieux jusqu'à activation. Il comprend, bien que je sente de la frustration parmi certains hommes. L'isolement les rongeait de manière que Vogel ne pouvait discipliner. Ils n'avaient pas de journaux, pas de contact avec les familles, pas de confirmation que le monde qu'ils avaient date quitté existait encore. Ils avaient apporté des livres, des manuels militaires, des textes idéologiques approuvés, quelques références techniques. Ceux-ci circulaient sans fin. Les hommes mémorisaient des passages sans le vouloir, pouvaient réciter des chapitres entiers par pure répétition. Le docteur Brenner, l'officier médical, apparaît fréquemment dans les entrées de cette période. Il traitait les blessures du travail difficile, doigts cassés, dos froissé, coupures qui s'infectaient dans l'environnement humide. Mais de plus en plus, il traitait des plaintes psychologiques, insomnie, dépression, anxiété, des hommes éprouvant ce que nous appellerions maintenant des crises de panique. La réponse de Vogel était prévisible, le 8 mars 1946. Brenner rapporte des problèmes de morale continus parmi le jeune équipage. Je lui ai rappelé que nous sommes des soldats, pas des civils. La force mentale est un choix. Un entraînement physique accru devrait résoudre ces plaintes. Ce n'était pas le cas. Les entrées révèlent de petites rébellions, des fractures mineures dans la discipline parfaite que Vogel exigeait. Zimmermann, le commandant en second, a commencé à remettre en question les décisions, respectueusement au début, puis avec une audace croissante. Pourquoi ne pouvait-il pas établir le contact avec le continent? Pourquoi ne pas envoyer un homme recueillir des renseignements? Pourquoi rester isolé quand l'isolement les détruisait? Vogel a rejeté chaque suggestion, devenant plus rigide à mesure que les défis montaient. Les réserves de nourriture sont devenues une anxiété constante. Ils avaient prévu pour 2 ans, rationner soigneusement. Mais au printemps 1946, les calculs semblaient sombres. Le poisson complétait leur régime. Les eaux autour de Grasstein grouillaient de morues et d'aigles fins. Mais pêcher dans ces mers violentes était un travail dangereux. 2 hommes ont failli se noyer en avril, quand leur bateau a chaviré. Ils perdirent de l'équipement, de précieuses cordes, et faillirent perdre des vies. Le 11 mai 1946, un an depuis notre arrivée, je rassemblai les hommes pour une cérémonie, leur rappelant notre objectif, notre sacrifice, notre certitude d'une justification finale. Certains visages montraient de la conviction, d'autres ne montraient moins que l'épuisement. Zimmermann demanda quand je m'attendais à ce que le contact reprenne. Je lui dis « quand le moment sera venu ». Il ne sembla pas satisfait de cette réponse. Le monde au-delà de leur île poursuivait sa route, inconscient de leur existence. L'Allemagne était divisée, reconstruite, dénazifiée. Les procès de Nuremberg exposaient les atrocités. Les familles étaient en deuil, les villes renaissaient des décombres. Les survivants apprenaient à vivre à nouveau. Et sur Grain, 23 hommes effectuaient des exercices physiques d'être sous la pluie, écoutaient des parasites et prétendaient que leur sacrifice signifiait quelque chose. Le docteur Weber marque une pause dans sa traduction, regardant l'équipe archéologique avec des yeux vides. « Cela empire », dit-elle simplement. « Bien pire. » Les entrées du journal à partir de la mi-1946 documentent une descente douloureuse à lire. L'écriture de Vogel, auparavant précise et contrôlée, commence à montrer des signes de tension, lettres pressées plus fort dans le papier, ratures occasionnelles, marges remplies de calculs qui ne tombent pas tout à fait justes. La façade de l'ordre militaire se fissurait et aucune discipline ne pouvait la maintenir.
Le 3 juillet 1946, rationnement de la farine restante pour prolonger les provisions jusqu'en octobre. Les hommes se plaignent, mais obéissent. Surpris le matelot Fisher en train de voler des rations supplémentaires dans les réserves. Confiné dans ces quartiers pendant 3 jours, j'en ai fait un exemple. Le vol est le vol, quelle que soit la fin. Les disputes éclataient avec une fréquence croissante. Zimmermann contesta ouvertement le commandement de Vogel lors de ce qui aurait dû être une réunion d'état-major de routine. Le journal décrit la confrontation avec une rage à peine contrôlée. Il suggéra non, exigea que nous abandonnions ce poste, dit que nos ordres étaient caducs, que le Reich n'existait plus, que nous gaspillions nos vies pour une cause morte. Je l'ai immédiatement relevé de ses fonctions. Il effectuera des travaux manuels jusqu'à ce qu'il se souvienne de son serment. Mais Zimmermann n'avait pas tort, et d'autres le savaient. 2 factions émergèrent. Ceux encore fidèles à Vogel et à la mission, et ceux qui voulaient partir, se rendre, rejoindre le monde qui existait au-delà de leur prison de pierre et d'idéologie. La scission empoisonna tout. Des hommes qui avaient travaillé ensemble pendant plus d'1 an cessèrent de se parler. Les repas devinrent des affaires silencieuses et tendues. L'entrée du 14 août 1946 change tout. Fisher et Hartmann ont pris le bateau. Disparus quand la garde du matin découvrit leur absence, ils ont laissé un mot, parole de lâches parlant de vouloir voir leur famille, de la guerre étant terminée, de nous étant oubliés. Ils ont volé des provisions, trahi leur serment, mis en danger nous tous. S'ils atteignent le continent et parlent, les forces alliées pourraient venir nous chercher. Nous devons présumer une compromission et nous préparer en conséquence. Les 2 déserteurs n'y parvinrent jamais. Le journal de Vogel mentionne presque comme une réflexion après coup, 3 semaines plus tard, que des débris s'échouèrent sur le rivage, morceaux de leurs bateaux brisés par les rochers, ou les tempêtes, ou le simple malheur. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. L'Atlantique Nord les prit comme il en avait pris tant d'autres auparavant. Leurs morts ne firent pas taire la descente. Si quelque chose, cela empira les choses. Le 29 septembre 1946, le docteur Brenner m'approcha avec des préoccupations concernant l'état mental de l'équipage. Il utilisa des termes comme traumatisme collectif et détérioration psychologique. Je lui dis « Nous sommes des soldats, pas des patients ». Il persista, suggérant que nous pourrions envisager. Je n'écrirai pas ce qu'il suggéra. Son jugement médical est clairement compromis par l'isolement prolongé. La situation des provisions devint critique. Le poisson aidait, mais ils avaient besoin de calories que la mer ne pouvait fournir. Vogel ordonna des rations réduites, calculant qu'il pourrait prolonger les provisions jusqu'au début de 1947 si tout le monde coopérait. Tout le monde ne le fit pas. Le journal révèle une descente dans la paranoïa. Le 18 octobre 1946. Quelqu'un vole dans nos réserves. Petite quantité difficiles à détecter, mais les écarts d'inventaire sont indéniables. J'ai institué un stockage verrouillé et des inspections aléatoires. La confiance est devenue un luxe que nous ne pouvons nous permettre. L'écriture de Vogel s'assombrit. Ses références au maintien de l'ordre prennent des connotations sinistres. Il ne décrit pas explicitement ce qu'il veut dire, mais des implications émergent. Le 2 novembre 1946, Kutch a remis en question mon commandement ouvertement lors de l'Assemblée, a fait des déclarations sur mon aptitude mentale à commander. Je n'ai eu d'autre choix que d'agir de manière décisive. Les hommes devaient voir que l'insubordination a des conséquences. Il est confiné jusqu'à ce qu'il se rétracte. L'hiver de 1946 à 1947 fut brutal. Les tempêtes frappèrent l'île sans relâche. Le générateur tomba en panne 2 fois, les laissant dans l'obscurité pendant des jours, tandis que Kutch, libéré de son confinement, parce que ses compétences en ingénierie étaient indispensables, effectuait les réparations. La nourriture devint si rare que Vogel écrit sur des hommes se battant pour des restes, sur la nécessité de poster des gardes sur les provisions restantes, sur le désespoir aux yeux creux que la faim apporte. Le 15 janvier 1947. Nous sommes 21 maintenant. Bronner est mort il y a 3 jours, pneumonie compliquée par la malnutrition. Nous l'avons enterré sur la crête est enveloppé dans son uniforme. Certains hommes ont pleuré. J'ai maintenu mon sang-froid. Un commandant ne peut se permettre le sentiment. 2 hommes morts en tentant de s'échapper.
un de maladie. 20 restaient. Les entrées du journal deviennent sporadiques, sautant parfois des jours ou des semaines. Quand Vogel écrit, ses pensées se fragmentent, oscillant entre l'adhésion rigide au protocole et la conscience à peine réprimée du désespoir de leur situation. Mars 1947. Toujours aucun contact. Toujours en attente. Le monde nous a oubliés. Ou peut-être avons-nous oublié le monde. La distinction importe-t-elle ? Nous restons. Nous endurons. Nous... Que faisons-nous ici ? Le docteur Hogan écoute la traduction dans la chambre souterraine où ces événements se sont déroulés, entouré des preuves physiques de la détérioration, équipements brisés, effets personnels éparpillés, les marques d'hommes perdant lentement leur emprise sur le but et la raison. Combien d'entrées de reste-t-il ? Demande-t-il. Le docteur Weber vérifie le journal, feuilletant les pages restantes. Environ 20 couvrants jusqu'en septembre 1947. Puis plus rien. Alors nous découvrons comment cela se termine, dit Hogan doucement. La fin, ils le découvriront, est écrite non seulement à l'encre, mais dans les os attendant encore d'être trouvés. La voix du docteur Weber tombe à peine au-dessus d'un murmure. Alors qu'elle atteint les dernières pages du journal, l'écriture s'est considérablement détériorée. Ce n'est plus l'écriture militaire précise des premières entrées, mais des lettres tremblantes et inégales qui parfois dérivent complètement hors de la page. Des phrases entières sont barrées, réécrites, barrées à nouveau. Les dates deviennent irrégulières. Des jours passent entre les entrées, puis des semaines, puis un dernier vide avant les derniers mots que l'amiral Heinrich Vogel écrirait jamais. Le 21 mai 1947, Zimmermann est parti. Je l'ai trouvé ce matin au pied de la falaise. Il a dit qu'il allait vérifier le poste d'observation. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. 17 d'entre nous restent. Non, 16. Je continue d'oublier Schwartz. Quand Schwartz est-il mort ? Il y a 2 semaines. 3. Les jours se mélangent comme des aquarelles sous la pluie. Les entrées de l'été 1947 se lisent comme des dépêches d'un esprit en effondrement. Vogel écrit sur des conversations avec des hommes déjà morts, donne des ordres à des subordonnés qui n'existent plus, fait référence à des comptes de provisions qui n'ont aucun sens mathématique. Réalité et délire fusionnent jusqu'à devenir indiscernables. Juin 1947. Date incertaine. Kutsch dit que le générateur est irréparable. Où était-ce le mois dernier ? L'obscurité n'a plus d'importance. Nous avons toujours été dans l'obscurité, même quand les lumières fonctionnaient. Même avant de venir ici, tout le Reich était obscurité prétendant être lumière. Je le vois maintenant. Trop tard, mais je le vois. Puis plus rien pendant des semaines. L'entrée suivante est datée du 30 juillet 1947, et l'écriture s'est légèrement stabilisée, comme si Vogel s'était ressaisi une dernière fois. Nous sommes 5 hommes sur une île qui devait être une forteresse et devint un cimetière. Nous ne parlons plus. Qu'y a-t-il à dire ? Nous avons fait nos choix. Nous avons prêté nos serments. Nous avons construit ce tombeau de nos propres mains et sommes montés à l'intérieur volontairement. Les autres ont compris cela plus tôt que moi. Ils sont partis, certains en bateau, certains par la falaise, certains simplement en s'allongeant et en ne se relevant plus. Je les ai appelés déserteurs. Je les ai appelés faibles, mais ils étaient plus courageux que moi. Ils ont choisi leur fin. Où t'apporte plus de morts. Vogel les enregistre avec le détachement d'un homme documentant la météo. Le 8 août 1947, Weber est mort dans son sommeil. Malnutrition probablement. Son corps ne pesait rien quand nous l'avons transporté dehors. Nous sommes trop faibles pour creuser encore. Nous les posons sur les rochers et laissons le vent les prendre. Le 19 août 1947, Kessler et Young ont pris le reste des rations et sont partis dans la nuit. Ils n'ont pas pris le bateau, il n'y a plus de bateau. Il s'est brisé il y a des mois, alors ils ont dû essayer de nager. Ou peut-être ont-ils simplement marché dans la mer. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Je n'avais plus d'autorité à invoquer, aucune menace qui signifiait quoi que ce soit pour des hommes déjà morts, sauf de nom. L'avant-dernière entrée est datée du 9 septembre 1947. Je suis seul, le dernier gardien d'une cause qui est morte avant même que nous arrivions ici. J'ai relu mes premières entrées, la certitude, la conviction, la croyance absolue que nous avions raison. Comment ai-je pu être si aveugle ?
Nous avons construit cet endroit pour préserver quelque chose qui méritait de mourir. Nous nous sommes sacrifiés pour un mensonge si monstrueux que même l'isolement ne pouvait nous protéger de sa vérité. Les autres se sont échappés. Je reste, non plus par devoir maintenant, mais par autre chose. La honte, l'entêtement, la simple incapacité d'imaginer une autre existence. Je ne sais plus. Puis vient le 14 septembre 1947, l'entrée finale. Le docteur Weber doit s'arrêter 2 fois pour se ressaisir avant de pouvoir la lire à voix haute. Je suis le dernier. Le silence est complet. Je passe mes jours dans ce centre de commandement, entouré d'équipements qui ne fonctionnent plus, attendant des ordres qui ne viendront jamais, servant un but qui n'a jamais existé. Je pensais que nous construisions une forteresse, un endroit pour préserver et protéger jusqu'à ce que le monde soit prêt pour notre émergence. Mais il n'y a pas d'émergence. Il n'y a que cette pierre et cette mer, et le brouillard sans fin qui entoure cette île comme un linceul. Je pense à ma femme, Greta. Mes filles, elles auraient 12 et 14 ans maintenant si elles ont survécu à la guerre. Se souviennent-elles de moi? Pensent-elles à moi du tout? Ou suis-je devenu juste un autre nom sur un mémorial, une autre absence dans une nation pleine d'absences? J'espère qu'elles ont oublié. J'espère qu'elles ont construit de nouvelles vies sans l'ombre de ce que j'étais, de ce que je croyais, de ce que j'ai fait. J'ai détruit la radio, les fracassé avec un marteau jusqu'à ce qu'il ne reste que des fragments. Plus d'écoute, plus d'attente, plus de prétendre que les parasites pourraient se résoudre en sens. Le brouillard ne se lève jamais. Pas ici, pas dans mon esprit, pas des choix que nous avons faits ou de l'idéologie que nous avons servie. Nous pensions être la lumière, mais nous avons toujours été le brouillard obscurcissant la vérité, déformant la réalité, nous conduisant nous-mêmes et des millions d'autres dans l'obscurité. Ceci est ma dernière entrée, il n'y a personne pour la lire, mais peut-être est-ce approprié. Nous sommes venus ici pour nous cacher, et se cacher est ce que je ferai jusqu'à la fin. Si quelqu'un trouve ceci dans des années, sachez que nous avions tort sur tout. Le Reich n'était pas une cause glorieuse, c'était une maladie, et nous étions des symptômes qui se sont isolés trop tard pour avoir de l'importance. Je ne demande pas le pardon, je ne mérite pas la mémoire, je demande seulement que quiconque lit ceci comprenne. L'idéologie soutenue par la seule certitude devient une prison plus complète que toute prison construite en pierre. Le brouillard ne se lève jamais, la page se termine là. Pas de signature, pas de date au-delà du 14 septembre 1947. Juste ces derniers mots suspendus dans le silence d'un tombeau qui a attendu 79 ans pour raconter son histoire. Le journal fournit un témoignage, mais l'île livre des preuves. L'équipe du Dr Hogan commence le travail sinistre de recherche de restes humains. Guidés par les entrées de Vogel et la logique du désespoir, ils trouvent les premiers corps sur la crête est où Vogel mentionnait des enterrements, tombes peu profondes marquées par des pierres, squelettes dans divers états de préservation selon l'exposition aux éléments. Certains ont encore des fragments d'uniformes accrochés aux os, les plaques d'identité les identifient. Brenner, Weber, 3 autres dont les noms apparaissaient dans le journal. L'anthropologue judiciaire, le docteur Signe Anderson, examine chaque ensemble de restes avec une précision clinique. La cause du décès n'est pas toujours claire après 8 décennies d'exposition, mais certaines preuves persistent. Brenner montre des signes de cicatrices de pneumonie sur les côtes, cohérents avec le récit de Vogel. Le squelette de Weber révèle une malnutrition sévère, os légers comme des squelettes d'oiseaux, dents desserrées dans leurs alvéoles à cause du scorbut. Un crâne montre une fracture enfoncée, Schwartz peut-être, mort d'une chute, Vogel l'a mentionné, mais ne pouvait se souvenir clairement dans son état de détérioration. La base de la falaise livre plus de restes. Le corps de Zimmermann, ou ce qu'il en reste, gît parmi les rochers au bas d'une chute de 200 pieds. Le squelette est dispersé. Les oiseaux charognards ont fait leur travail au fil des ans, mais assez reste pour l'identification par les dossiers dentaires, finalement appariés avec les archives militaires allemandes. Suicide ou accident? Le journal suggère l'intention, mais les rochers ne racontent aucun conte au-delà de l'évidence. Un homme est tombé et la chute l'a tué. Plus troublants sont les restes trouvés dans des endroits isolés autour de l'île. 2 corps sur la rive nord, positionnés comme s'ils avaient essayé de nager, insensés dans ces eaux, fatal en quelques minutes d'hypothermie.
Kessler et Jung, selon la chronologie, leurs squelettes ne montrent aucun traumatisme au-delà de ce que la mer et les rochers ont infligé. Ils ont simplement choisi la noyade plutôt que la famine. L'analyse ADN commence, bien qu'elle soit compliquée. L'équipe norvégienne coordonne avec les autorités allemandes qui accèdent au dossier militaire de 1945. Les familles, descendants lointains dans la plupart des cas, sont notifiées. Une petite fille d'un membre d'équipage s'effondre lors d'un appel téléphonique avec le docteur Hogan. Nous nous sommes toujours demandé. Ma grand-mère racontait des histoires sur son mari qui a disparu. Nous pensions qu'il était mort dans les combats. Je ne sais pas si c'est mieux, soupir. 12 ensembles de restes sont récupérés de divers endroits. Les mathématiques sont troublantes. Vogel a enregistré 23 hommes arrivant, 12 corps trouvés. 2 connus pour s'être noyés en tentant de s'échapper dans le bateau en 1946. Leurs corps jamais récupérés, pris par la mer. Cela fait 14. 9 restent non comptabilisés, outre Vogel lui-même. La recherche s'étend. Les équipes Kikuljien fouillent chaque chambre, chaque coin du complexe, chaque partie accessible de l'île. Ils trouvent 3 autres squelettes dans une section effondrée du complexe souterrain. Un tunnel qui s'est effondré, possiblement pendant une tempête, piégeant les hommes à l'intérieur. Suffocation ou écrasement, rapide ou atrocement lent, il n'y a aucun moyen de savoir. Les corps étaient là depuis quelque temps, en 1946. D'après les artefacts trouvés avec eux, 17 maintenant, 6 toujours manquants plus Vogel. Puis dans le centre de commandement, ils le trouvent. Le squelette de l'amiral Hinrich Vogel est assis sur la chaise derrière le bureau où il avait écrit sa dernière entrée. Le journal repose sur la surface du bureau exactement où il l'avait laissé. Son uniforme, bien que détérioré, est encore partiellement intact, suffisamment pour identifier les insignes de rang pour confirmer qu'il s'agit du commandant. L'analyse médico-légale révèle à quoi ressemblaient les derniers jours de Vogel. Malnutrition sévère. Ses os montrent la même légèreté que les autres. Scorbut évident dans ses dents et sa mâchoire. Mais qu'est-ce qui l'a tué? Le Dr Anderson trouve la réponse dans l'analyse toxicologique de la moelle osseuse. Barbiturique, concentrations élevées, cohérentes, avec une surdose intentionnelle. Il avait des fournitures médicales, explique-t-elle à l'équipe. Des somnifères probablement. Il a écrit sa dernière entrée, puis il en a pris assez pour s'assurer qu'il ne se réveillerait pas. Étant donné sa condition physique, cela n'aurait pas pris beaucoup. Vogel a choisi sa fin, seul dans le centre de commandement d'une forteresse devenue mausolée. Combien de temps a-t-il survécu après cette dernière entrée? Des heures? Des jours? Les preuves ne peuvent le dire, mais à un moment, en septembre 1947, le dernier battement de cœur s'est arrêté, le dernier souffle est parti, et le secret d'Hochstein était complet. 5 hommes restent non comptabilisés. La recherche continue. Mais certains corps ne seront peut-être jamais trouvés, réclamés par la mer, enterrés dans des éboulements, dispersés par les tempêtes à travers une île qui a combattu la présence humaine depuis le début. Les preuves médico-légales confirment ce que le journal a révélé. Ce n'était pas une bataille ou un massacre, c'était une dissolution lente. Des hommes mourant par degré d'isolement, de malnutrition, de désespoir et du poids écrasant de servir une cause qui n'offrait rien d'autre que la mort. Le docteur Hogan se tient dans le centre de commandement, regardant les restes de Vogel être soigneusement documentés et préparés pour le retrait. 79 ans, cet homme est resté assis, ici non découvert. Son histoire scellée dans le cuir et l'encre. Ils ont construit une forteresse, dit Hogan doucement, mais ils étaient leurs propres prisonniers. Les barreaux étaient l'idéologie, et il n'y avait pas de clé. Le gouvernement norvégien autorise des tests ADN complets et une documentation historique. Les familles seront notifiées, les archives seront mises à jour. Les hommes qui ont disparu en 1945 auront finalement leurs décès enregistrés, leurs restes retournés en Allemagne pour l'enterrement si les descendants le demandent. Mais la plus grande question, si quelqu'un se souviendra d'eux, si leur histoire mérite préservation ou simplement documentation comme un récit édifiant, reste sans réponse.
3 ans après que Lars Ericsson et Maria Hall ont découvert les structures en béton sur Gestein, l'île s'est transformée en quelque chose entre un mémorial et un avertissement. Le gouvernement norvégien, en consultation avec les autorités historiques allemandes, a désigné le site comme monument protégé en 2026, non pour célébrer ce qui s'est passé ici, mais pour préserver les preuves de ce que l'idéologie peut faire quand elle consume complètement les hommes. Le complexe souterrain reste largement tel qu'il a été trouvé. Des travaux de stabilisation empêchent un effondrement supplémentaire, et l'éclairage LED illumine maintenant les couloirs où l'équipage de Vogel a vécu et est mort. Mais les archéologues ont résisté à toute tentation de restaurer ou reconstruire. La rouille reste. La détérioration reste visible. Le vide parle plus fort que toute rénovation ne pourrait le faire. Les visiteurs viennent en hélicoptère pendant les mois d'été limités. Historiens, étudiants, descendants de l'équipage, personnes attirées par les coins sombres de l'histoire qui résistent au récit simple. Ils marchent à travers les chambres, lisant des traductions de plaques d'entrée de journal, regardant des photographies d'artefacts maintenant conservés dans des musées, se tenant dans le centre de commandement où un homme a choisi la mort plutôt que de reconnaître que le but de sa vie était un mensonge. La plaque officielle du monument, installée près de l'écoutille d'entrée, porte une inscription en norvégien, allemand et anglais. Ici, 23 hommes se sont emprisonnés au service d'une cause qui était déjà morte. Cette forteresse a été construite non contre des ennemis extérieurs, mais contre la vérité elle-même. Souvenez-vous d'eux, non comme des héros ou des méchants, mais comme un avertissement. La certitude sans questionnement devient la cage la plus cruelle. Les restes de 16 membres d'équipage ont été retournés en Allemagne en 2027. Certaines familles les ont réclamés pour l'enterrement. D'autres n'avaient pas de descendants vivants ou de parents qui voulaient une quelconque connexion avec des hommes qui avaient servi le Reich si fanatiquement qu'ils ont choisi l'exil plutôt que la reddition. Ces restes non réclamés ont été inhumés dans une tombe collective, dans un cimetière militaire à l'extérieur de Hambourg, marqué d'une simple pierre listant les noms et les mots perdus à la guerre et à l'idéologie. 1945 à 1947. Les restes de l'amiral Heinrich Vogel ont suscité un débat. Ses petites filles, Greta, s'étaient remariées et ses filles avaient appris le nom de leur beau-père, ont initialement refusé toute connexion. « Il nous a abandonnés », a déclaré l'un d'eux aux journalistes. Il a choisi sa politique plutôt que sa famille, qu'il reste là où il a choisi de mourir. Mais finalement, ils ont accepté un enterrement privé à Kiel, son lieu de naissance, sans honneur militaire, sans cérémonie, juste une reconnaissance discrète qu'il avait existé et fait des choix terribles. Sa pierre tombale ne porte que son nom et ses dates, aucun grade, aucune épitaphe, rien qui puisse être interprété comme honorant ce qu'il représentait. Le journal lui-même est devenu l'objet d'une attention académique intense. Publié intégralement en 2028, avec des annotations exhaustives, il fournit un récit de première main rare de vrais croyants confrontés à l'effondrement de leur vision du monde en temps réel. Les universités l'utilisent dans des cours sur l'extrémisme, sur la psychologie de l'isolement, sur la façon dont l'idéologie peut supplanter l'instinct de survie lui-même. Le docteur Hogan a publié le rapport archéologique définitif en 2029 détaillant chaque aspect de la construction, de l'habitation et de l'abandon du site. Sa conclusion est mesurée mais accablante. L'opération Nibel représente le point final logique de la pensée totalitaire, la croyance que l'idéologie transcende la réalité, que la volonté peut se substituer à la sagesse, que la certitude justifie n'importe quel sacrifice. Ces hommes ne sont pas morts pour leur pays. Ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer exister sans une cause, même après que cette cause se soit révélée monstrueuse. La communauté historique, au sens large, reste divisée sur la façon de contextualiser Grasstein. Certains soutiennent qu'il mérite l'attention comme preuve des dommages psychologiques durables du nazisme. Comment l'idéologie a piégé non seulement ceux qu'elle a victimisés, mais ceux qui l'ont embrassé, créant des prisons qui ont persisté longtemps après que le Reich physique se soit effondré. D'autres craignent que toute attention, même critique, ne risque de romancer ce qui était fondamentalement pathétique,
des hommes si perdus dans l'illusion qu'ils se laissent mourir de faim sur un rocher stérile plutôt que d'affronter le monde qu'ils avaient aidé à détruire. Ce qui est indéniable, c'est le pouvoir du site en tant qu'espace physique. Les visiteurs décrivent un sentiment écrasant de claustrophobie dans le complexe souterrain, même avec l'éclairage moderne et les écoutilles ouvertes. Les murs de béton semblent se refermer vers l'intérieur. Le silence, rompu seulement par l'eau qui goutte et le vent qui siffle à travers les conduits de ventilation, porte un poids. Vous pouvez ressentir l'isolement que ces hommes ont enduré, la lente suffocation de l'espoir, le désespoir écrasant d'attendre un sens qui n'est jamais arrivé. Grain lui-même reste largement inchangé. Le plateau où se dressent les structures de surface combat toujours le vent et les intempéries. Les goélands nichent dans les ruines. La mousse reconquiert le béton avec une détermination patiente. L'île ne se soucie pas des histoires humaines. Elle a précédé la forteresse de millions d'années et survivra au monument de millions d'années de plus. La nature est déjà en train de gagner, effaçant lentement les preuves de ces 2 années où des hommes ont essayé d'imposer l'ordre à une nature sauvage qui ne reconnaissait aucune autorité, sauf le temps et la géologie. Lars et Maria, les randonneurs qui ont tout déclenché, retournent occasionnellement sur l'île. Ils guident des visites spécialisées, partageant l'histoire de leur découverte, réfléchissant à la façon dont une randonnée de week-end est devenue quelque chose qui a réécrit un petit chapitre de l'histoire. « Nous avons failli ne pas venir ici », dit Lars aux visiteurs. « Le temps avait l'air mauvais. Nous avons failli choisir une île différente. Cela vous fait vous demander quels autres secrets sont encore là-bas, attendant que quelqu'un tombe dessus. » La réponse est presque certainement nombreuse. Le monde est plein d'endroits oubliés où des gens oubliés ont fait des choses oubliées. La plupart resteront cachés pour toujours. Certains, comme Gstein, livrent leurs secrets lorsque les conditions s'alignent. Lorsque les bonnes personnes avec les bonnes connaissances se trouvent au bon endroit, au bon moment. L'amiral Heinrich Vogel a disparu en mai 1945 et l'histoire l'a oublié presque immédiatement. Pendant 79 ans, son histoire est restée scellée dans le béton et l'obscurité, connue seulement du vent et des vagues, et des eaux dispersées sur une île stérile. Puis 2 randonneurs avec des caméras et de la curiosité ont ramené cette histoire à la lumière, donnant une voix à des hommes qui avaient choisi le silence, documentant une tragédie qui s'est déroulée sans témoins, sauf les participants eux-mêmes. La forteresse sur Gratstein se dresse maintenant comme un monument à une vérité simple. L'idéologie soutenue par la seule certitude devient un tombeau, le brouillard dont Vogel a écrit. Le brouillard, qui ne s'est jamais levé, n'était pas la météo. C'était l'obscurcissement délibéré de la réalité au service de la croyance, l'aveuglement volontaire qui a permis à 23 hommes de construire leur propre prison et de mourir à l'intérieur, plutôt que d'admettre qu'ils avaient eu tort. La nature sauvage a gardé leur secret pendant près de 8 décennies. Mais la nature sauvage n'a aucune loyauté envers les récits humains. Finalement, le vent tourne, la mousse se retire, le béton se révèle à des yeux curieux. Finalement, la vérité refait surface, même lorsqu'elle est enterrée sous des décennies de pierre et d'eau et d'oubli volontaire. « Le brouillard ne se lève jamais », a écrit Vogel. Mais parfois, avec suffisamment de temps, il s'amincit juste assez pour voir l'épave qu'il dissimulait. Et il nous reste à décider ce que cette épave signifie, quelle leçon elle enseigne, si ce souvenir sert un but au-delà de s'assurer que nous n'oublions pas ce qui se passe lorsque la certitude devient prison et l'idéologie devient tombe. Gstein n'offre pas de réponse facile, seulement des preuves. Le reste, le sens, les leçons, l'héritage, c'est aux vivants de le déterminer. Cette affaire était brutale, mais cette affaire du côté droit est encore plus folle.